J'ai toujours été fasciné par les choses hors du commun, insolites, uniques. Des choses qu'on retrouve pas partout. Et j'aime bien vous en parler en vidéo. C'est l'essence même de la chaîne. J'aime vous partager mes découvertes et ça plaît énormément. Merci infiniment à tous ceux qui sont là et qui se rajoutent à la communauté. Que ce soit la Pascualita, en allant jusqu'à la vidéo de Serbian Dance Lady, que ce soit les histoires sombres derrière le classique Magicien d'Oz, ainsi que le docu-fiction de Poughkeepsie Tapes. Et il y a un thème que j'aime bien mélanger l'insolite, c'est l'horreur. Je connais le format Iceberg depuis quelques années maintenant. Je vous en ai fait quelques-uns sur la chaîne, que ce soit la série de 2 vidéos sur le Iceberg des vidéos de surveillance et plus récemment le Iceberg d'Halloween. C'est un contenu que j'adore énormément et que j'affectionne tout particulièrement. Et j'avais envie de faire à nouveau un Iceberg. Et cette fois-ci, pas en 2 parties et non plus une vidéo de 20 minutes. Cette fois-ci, une grosse vidéo, un gros iceberg. Vous l'avez vu à la durée de la vidéo fait 1 heure. Et pour celui-ci, j'avais envie d'un truc un peu plus authentique. Et je me suis dit, et si je faisais à nouveau un iceberg? Mais cette fois-ci sur une thématique que j'affectionne tout particulièrement, les films d'horreur. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré les films d'horreur. Le premier dans mes souvenirs que j'ai regardé, c'était le premier Chucky sorti en 1988. Je sais que c'est pas le meilleur film pour commencer dans le cinéma d'horreur, mais c'est celui que j'ai regardé et c'est celui que j'ai apprécié. La preuve, j'ai un tatou de Chucky sur la jambe. J'adore ce personnage, mais c'est pas le sujet. J'adore le cinéma et j'avais envie de parler d'une autre passion que le true crime sur la chaîne. J'avais envie de parler de films d'horreur. Je me suis inspiré de plusieurs icebergs déjà existants pour créer celui-ci, des vidéos américaines et également des vidéos françaises, j'ai pas honte de le dire. Et j'ai également regardé des films pour créer ce iceberg. La plupart des films sont bannis dans leurs pays respectifs et pour certains dans le monde entier. Après cette intro beaucoup trop longue, il est enfin temps de commencer ce iceberg des films d'horreur les plus dérangeants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cursed. C'est la vidéo la plus longue de ma chaîne et j'espère qu'elle vous plaira. J'ai clairement pas vu tous les films, sinon ma santé mentale aurait pris un énorme coup. Déjà que j'ai fait une pause de quasi 3 mois, j'ai pas envie de retourner dans un burn-out. Bref, certains films sont extrêmement violents dans leurs propos, dans leurs actions, dans leurs thématiques. Il y a généralement beaucoup de haine et à ce point, on se demande jusqu'où l'être humain est prêt à aller pour l'art. Tiers 1. Mention honorable. Alors avant de commencer, j'ai quelques mentions honorables à faire. Des mentions honorables, c'est comme par exemple Saw, Hérédité, Paranormal Activity, Texas Chainsaw, Wrong Turn, Midsommar. Tous ces films sont des mentions honorables. Tous ces films-là sont très connus, ce qui fait que évidemment tout le monde les connaît et évidemment ça ne sera pas traité dans cette vidéo. Et j'ai pas plus envie que ça de parler de ces films dans ce iceberg. Tout a été dit sur ces films et tout le monde les connaît. Ce qui fait que, évidemment, sont dans la vidéo, mais je ne vais pas les traiter. Ce qui fait que je les ai placés dans la catégorie de mentions honorables. Donc on va pouvoir commencer officiellement ce iceberg avec Blair Witch Project. J'ai décidé de commencer ce iceberg avec Blair Witch Project. C'est le plus gros succès du cinéma d'horreur et pas que les films d'horreur. C'est un film qui utilise le style du found footage et c'est une révolution dans son genre. C'est la première fois dans le cinéma et dans la culture populaire qu'on voit un film de ce genre. Le film a un petit budget de 60 000 $ et il a rapporté au box-office 250 millions de $. C'est un énorme succès. L'histoire du film est simple. Le 21 octobre 1994, 3 étudiants de cinéma vont dans la forêt de Blair de Black Hill, dans le Maryland, pour faire un documentaire sur une légende locale, la sorcière de Blair. 1 an plus tard, leur bande vidéo est retrouvée. Eux sont toujours portés disparus. Et la fin glace le sang. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il utilise le style found footage. À l'époque, on avait l'impression que ce film était réel. Ce qui est également cool, c'est que ce film, c'était la première fois
qu'un film found footage sortait au cinéma. Les 3 étudiants ont été portés disparus dans le film, mais les réalisateurs sont allés un peu plus loin pour promouvoir le film. Pour promouvoir le film, les réalisateurs sont allés jusqu'à créer des fausses affiches de portés disparus qui ont placardé un peu partout dans la ville où ce film a été tourné. Il y avait des affiches de portés disparus des acteurs et à l'époque on pensait que c'était des vraies images qu'on avait trouvées d'eux. Et d'ailleurs, au début du film, il y a un petit écran noir avec un texte qui nous dit clairement que tout ce que nous allons voir dans ce film, tout ce qui a été filmé, c'est des archives qui ont été retrouvées, des archives d'étudiants portés disparus. Et déjà, ça te met dans l'ambiance. C'est un film que je vous conseille si vous aimez le style found footage, et la promotion du film a énormément joué avec le succès du film. Et c'était évident que je le mette dans ce tiers, puisque ce film a révolutionné le cinéma d'horreur. Cannibal Holocaust. Une équipe de journalistes composée de 3 hommes et une femme se rendent dans la jungle amazonienne à la recherche de vrais cannibales. Bientôt, la troupe ne donne plus aucun signe de vie. Le gouvernement américain décide alors d'envoyer une équipe de secours sur place. Celle-ci retrouve, grâce à une tribu amazonienne, les cassettes vidéo de la première équipe qui renferment le terrible secret de leur disparition. Déjà, le film est sorti en 1980. Et les gens n'étaient pas habitués de voir autant de violence au cinéma. Et c'est certainement l'œuvre la plus connue du genre torture porn. Ce qui est sûr, c'est que ça fait découvrir ce genre au public. Évidemment, dans ce film, il y a beaucoup et énormément de gore, il y a beaucoup de violence. À certains moments, il y a du cannibalisme, ça dit dans le nom. Pour le coup, il y a certaines scènes dans le film qui torturent des animaux. Ça, pour le coup, c'est bel et bien réel. Il y a une scène dans le film où il y a une tortue qui se fait défoncer. Et ça, c'est pas fake. Je vais vous raconter une petite anecdote concernant ce film. L'anecdote est assez connue. Je vais quand même la raconter pour les quelques personnes qui la connaissent pas. Les effets spéciaux du film sont tellement réalistes que l'équipe de tournage ont été poursuivis en justice puisque les autorités locales croyaient que les gens dans le film étaient réellement morts. Finalement, ils ont ramené les acteurs un par un et chacun a dit « Non, je suis bel et bien vivant, tout va bien pour moi ». The Human Centipede. Encore une fois, c'est évidemment un film très connu et aussi très violent dans ses propos. Il y a 3 films, mais plus on avance dans les films, plus c'est ridicule. Alors le premier film, c'est un chirurgien dérangé qui enlève 3 touristes pour les utiliser comme cobayes dans son expérience scientifique qui consiste à créer un mille-pattes humain. Alors comment vous expliquer ce que c'est un mille-pattes humain? Alors je vais pas rentrer réellement dans les détails, l'image parle d'elle-même, voilà. Le deuxième film, c'est un quarantenaire qui est fan du premier film et décide de reproduire à sa façon le Human Centipede. Mais cette fois-ci, c'est pas avec 3 personnes, mais avec 12, qui sont évidemment, et j'ai pas besoin de le préciser, volontaires. Et on termine par le 3e. Dans une prison au Texas, le directeur et son comptable décident de s'inspirer du 2e film pour résoudre le problème de violence qui s'est mis dans la prison. C'est-à-dire faire un mille-pattes humain avec tous les détenus de la prison. Donc vous avez compris, les films sont ultra méta entre eux. Ici vous avez l'œil, les 2 acteurs principaux du premier et du 2e sont les acteurs du 3e film. Mais tous les 2 avec un rôle différent. Évidemment dans ces 3 films, il y a énormément de gore, beaucoup de violence et c'est extrêmement dégueulasse. Et il y a énormément de body horror, j'ai arrêté de les compter, et énormément de contenu à caractère sexuel. Petit fun fact, le 2e film est le plus apprécié des fans de la trilogie, puisque l'ambiance est extrêmement glauque. Tout le film est en noir et blanc, avec très peu de dialogue, des gros plans sur l'acteur principal. Les plans sont beaucoup plus dérangeants, plus serrés, et c'est surtout le plus violent de la trilogie. Eraserhead est un film réalisé par David Lynch, qui est le réalisateur de Elephant Man, de Dune, pas celui de Denis Villeneuve, et surtout le film que je vais parler, Eraserhead, qui est sorti en 1977. Le film raconte l'histoire de Henry qui découvre que sa femme Marie a un bébé. Il déjeune alors chez la belle famille et il découvre le bébé qui est
un fœtus infecté et dégueulasse qui ne fait que chialer, une suite d'événements qui arrivent juste après cette découverte, et c'est un bordel filmographique. Le film est expérimental, ne vous attendez pas à de la logique précise, juste avec le trailer, on voit déjà le malaise qui s'installe juste à côté de nous. Je vous laisse découvrir ce film et en voir la description derrière la production de ce film. On est tout autant glauque. Terrifier. J'aurais peut-être dû mettre ça dans le deuxième tiers de l'iceberg, mais bon. Avec le deuxième film qui est sorti en 2022, le film a accueilli une certaine popularité. C'est un personnage qui est devenu assez populaire dans la culture pop. Art le clown. Le film est un slasher. Un slasher, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le slasher est un sous-genre cinématographique du film d'horreur. Un slasher met systématiquement en scène les meurtres d'un tueur psychopathe, parfois défiguré ou masqué, qui élimine méthodiquement les membres d'un groupe de jeunes ou d'autres personnes, souvent à l'arme blanche et principalement pendant la nuit. C'est un film qui n'est pas du tout réaliste, c'est assez absurde à regarder et il y a beaucoup de second degré. Dans le 2, il y a une scène qui est assez intense. Il y a aussi un truc qui est vraiment cool dans ce film, c'est que tous les effets spéciaux du film ont été faits avec des prothèses. Toutes les blessures, toutes les amputations, c'est tous des prothèses. Tout est fait en live, ce qui est assez cool comme processus de création, ce qui aussi donne un résultat assez dérangeant au film. Il n'y a pas plus de choses à dire concernant ce film. C'est un slasher comme les autres. C'est extrêmement gore, il y a beaucoup de sang, c'est extrêmement violent, mais c'est aussi un très bon divertissement. High tension. Alors je ne connais pas ce film, je n'ai jamais vu ce film, mais je voulais absolument le mettre dans cet iceberg, puisque j'ai vu une scène du film qui m'a traumatisé. Et c'est complètement fou. Je vais essayer du mieux que je peux pour vous l'expliquer. Je vais pas utiliser beaucoup de détails, ça sert à rien. C'est surtout extrêmement hardcore. C'est surtout extrêmement hardcore. Ok. Imaginez une tête sans corps placée au niveau de l'entrejambe. C'est le plus soft que je peux dire. Funny Games. Ce qui est vraiment cool avec ce film, c'est qu'il y a eu un remake du premier. Le remake étant sorti en 2007, tous les deux réalisés par le même réalisateur, Michael Haneke. Un couple, leur fils et leur chien, partent passer quelques jours dans leur maison de campagne près d'un lac. En passant devant la maison de leur voisin, ils s'étonnent la présence de deux jeunes hommes. À peine arrivés dans leur propre maison de campagne, l'un de ces jeunes vient leur demander un service. Il se comporte avec une grande politesse, mais son attitude suscite un certain malaise, d'autant plus qu'on ne comprend pas comment il a réussi à entrer dans la demeure. Et ces deux jeunes hommes vont littéralement prendre la famille en otage dans leur propre maison. Et ils vont leur faire subir toutes sortes de choses horribles. Et c'est pas extrêmement violent, mais c'est surtout psychologiquement qu'ils vont être le plus affectés. Et on voit littéralement une famille se faire détruire psychologiquement. C'est assez triste à regarder et à certains moments, on détourne le regard. Il y a des scènes d'agression assez intenses. Le fils ne se fait pas épargner et c'est ultra dérangeant comme film. Le remake, c'est la même histoire, sauf avec des acteurs américains. J'ai décidé de parler du premier film puisque c'est le premier film, c'est l'original. Barbarian. Alors ce film, je l'ai regardé récemment. C'est un film que, honnêtement, je vous conseille d'aller regarder. C'est pour ça que je vais pas beaucoup en parler. De passage en ville pour un entretien d'embauche, une jeune femme arrive tard dans la nuit à sa location Airbnb pour constater que la maison a déjà été louée par erreur à un homme étrange. Contre la raison, mais exténuée, elle décide quand même d'y passer la nuit, avant de comprendre qu'il y a plus à craindre dans cette maison que ce colocataire d'un soir. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est la tension constante, puisque tout au long du film, tu te poses une seule question. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Le film est assez cool. Il y a un personnage qui fait aussi extrêmement peur. Bref, je vous le conseille. Megan is Missing. C'est un film à sa sortie qui a fait un énorme scandale. Il a même été banni dans son pays d'origine. Megan Stewart est une jeune adolescente de 14 ans qui se fait kidnapper par un homme du nom de Josh après avoir discuté avec celui-ci sur Internet. Dès lors, la vie de sa meilleure amie, Amy Hermaine, est en grand danger. Ce film a marqué beaucoup de personnes
Et je crois que pour le public qui est assez jeune, qui est surtout pas habitué aux films d'horreur, c'est pas un film que je conseillerais. C'est aussi un film assez trash, surtout dans sa dernière partie. Bref, j'en dirai pas plus, c'est un film que je conseille, mais gardez ça en tête. C'est un film qui est centré sur un kidnapping. Il y a beaucoup de violence physique, d'agression sexuelle. Il y a aussi beaucoup de violence physique, psychologique. C'est également un film sur la prévention d'Internet, la vie des adolescents. Il y a de la consommation de drogue, d'alcool. C'est un film qui est vraiment axé sur un anti-réseau. On a fini le premier tiers de l'iceberg. Félicitations à tous ceux qui se sont rendus jusqu'ici. À partir de maintenant, on va rentrer dans des films un peu plus sombres, beaucoup plus extrêmes dans ses propos et surtout beaucoup plus violents. Alors si vous avez eu de la difficulté avec le premier tiers, accrochez-vous puisque le deuxième va être beaucoup plus intense que le premier. Tiers 2, The House that Jake built. États-Unis, 1970. Jack, tueur en série, sévit dans l'État de Washington. Maniaque, il cherche à commettre le crime parfait. Élégance et forfait au rang d'œuvre d'art, alors que la police est sur ses traces et s'apprête à l'arrêter. Verge, un inconnu, lui apparaît pour le guider aux enfers. Débute alors la confession de Jack qui va présenter 5 de ses œuvres. Dans ce film, on va voir des agressions intenses, des scènes violentes. On visite dans ce film les 5 œuvres de Jake, ces 5 crimes qui sont pour chacun différents. Et c'est assez gore comme film. Et il y a un moment où Jake s'en prend à des enfants. On voit tout. C'est extrêmement violent, extrêmement graphique. J'ai jamais vu un enfant autant se faire maltraiter dans un film. Il y a un fun fact que moi personnellement je trouve assez cocasse. C'est que le réalisateur du film, Lars von Trier, il a voulu que son film passe au Festival de Cannes en 2018. Petit bémol, le gars est banni du Festival de Cannes en raison d'une déclaration qu'il a faite sur un petit moustachu un peu frustré qu'il a suivi de 39 à 45. J'ai longtemps pensé que j'étais juif. J'étais très content d'être juif. Mais j'ai découvert que je n'étais pas juif, que j'étais nazi, parce que ma famille était allemande, ce qui m'a aussi fait plaisir. Je comprends Hitler. Je pense qu'il a fait de mauvaises choses, absolument. Mais je peux l'imaginer assis dans son bunker à la fin. Bien sûr que je ne suis pas pour la Seconde Guerre mondiale. Je ne suis pas contre les Juifs. Je suis avec les Juifs, bien sûr. Mais pas trop. Parce que Israël fait vraiment chier. Des mots qui ont été entendus et qui ont fait évidemment polémique. Et avec ces propos, Lars von Trier est banni du Festival de Cannes. Et on comprend. Malgré tout, son film passe quand même au Festival de Cannes, sauf que lui n'y est pas. Et en raison de certaines scènes qui sont assez violentes, la moitié du public sort au bout de 30 minutes, en raison de la gravité des images. Et s'ensuit une polémique. Henry, Portrait of Serial Killer. Henry, un jeune Texan qui mène une existence des plus banales aux yeux de tous, il est une personne très aimable. C'est qu'Henry cache bien sa double personnalité, depuis bien longtemps déjà. Il laisse libre cours à ses pulsions meurtrières. Henry est un tueur en série. Un jour, il décide de s'en ouvrir à Otis, son ancien compagnon de cellule et actuel colocataire. Otis se passionne pour les récits sanguinolents d'Henry. Ce film est inspiré d'une vraie histoire, d'un vrai tueur en série, Henry Lee Lucas. Pour faire une histoire courte, Henry est décédé en 2001, mais on ne sait pas exactement combien de victimes il a faites. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a fait entre 3 et 600 victimes. On connaît officiellement l'identité de 3 de ces victimes et il est soupçonné de plusieurs centaines de meurtres. Et on n'a jamais été en mesure de prouver ces meurtres. Le film parle de ces meurtres, son goût du sadisme, et vous en doutez, c'est un film extrêmement violent. Et c'est un film extrêmement graphique, avec une thématique malsaine. Martyr. Dans ce film, Lucie, une petite fille de 10 ans, disparue quelques mois plus tôt, elle est retrouvée errant sur la route. Les raisons de son enlèvement restent mystérieuses. Traumatisée, elle est placée dans un hôpital où elle se lie d'amitié avec Anna, une fille de son âge. 15 ans plus tard, on sonne à la porte d'une famille ordinaire. Le père ouvre, se retrouve face à Lucie, armé d'un fusil de chasse, persuadé d'avoir retrouvé ses bourreaux. En gros, une société enlève des enfants et leur seul but, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe après la mort.
Pour ce faire, ils atteignent le seuil de douleur maximale pour qu'ils soient dans un état de martyr. Un genre d'état où tu es mort et vivant à la fois. Leurs cobayes pourront ensuite expliquer à leur bourreau qu'est-ce qui se passe après la mort. Ce qui est assez cool dans le casting, c'est qu'il y a Xavier Dolan, un ancien réalisateur québécois. J'ai pas plus de choses à dire concernant Xavier Dolan. J'ai vu la scène d'ouverture du film, je vais pas vous spoil, mais j'ai été choqué et surpris à la fois. Et le film, en 30 secondes, t'es déjà dans le bain. Déjà, le film en partant est ultra violent. Le film est sans pitié, cruel. Et la seule question que je me posais tout au long du film, c'est pourquoi. En fait, tu regardes le film et tu comprends toute cette violence du film. Il y a aussi la fin du film qui est ultra terrifiante. Le film fait aussi beaucoup de body horror. On va avoir des gros plans sur de la torture, sur des parties du corps mutilées. C'est un film que je vous conseille, mais c'est aussi un film que quand vous allez terminer le film, vous n'allez pas sortir indemne de votre visionnage. Fail safe. À la suite d'une erreur technique, un groupe de bombardiers nord-américains Vindicator, représenté par le convert B-58 Hostler, reçoit l'ordre d'atomiser Moscou. Le président des États-Unis, aidé de ses généraux et de ses conseillers, va tout faire pour convaincre les soviétiques qu'il s'agit d'un accident et empêcher le déclenchement d'une guerre nucléaire généralisée. C'est un film en noir et blanc, c'est aussi le film le moins violent de l'iceberg. Midori. En fait, Midori, c'est un film que j'ai vraiment apprécié à regarder. J'ai pas plus d'arguments que ça à vous donner. C'est un film vraiment cool à regarder et j'avais envie de le mettre dans l'iceberg puisqu'il est vraiment cool à regarder. Midori est une jeune orpheline qui travaille dans un cirque ambulant. La malheureuse enfant traverse les épreuves les plus atroces de torture, des tortures physiques ou mentales. Elle vit un véritable enfer. Lorsqu'un jour, elle rencontre Masamitsu, le magnifique, dont elle tombe amoureuse. C'est le premier film d'animation que je présente dans cet iceberg. Je voulais mettre un peu de films diversifiés dans l'iceberg. Il y a notamment des courts-métrages qui m'ont arrivé un peu plus tard. Il y a des films en live action et il y a un film d'animation. J'ai pris Midori puisque c'est adapté d'un manga, un manga qui est ultra violent. Mais pas juste ultra violent, genre ultra violent. Pour être honnête, je ne connaissais pas Midori avant de commencer à faire des recherches pour cette vidéo. Il y a énormément de body horror. Elle se fait mettre dans des positions inimaginables, des positions qui doivent être ultra douloureuses. Mais pour être honnête, le dessin, l'animation, c'est vraiment beau à regarder. 100 tears. Un tueur déguisé en clown terrifie une petite ville américaine. Il traque ses victimes avant de les déchiqueter de son énorme mâchoire. Jennifer et Mark, deux journalistes bien curieux, décident d'enquêter sur ce maniaque. Mais cela pourrait peut-être mal tourner. C'est pas quelque chose qui se veut très choquant, mais c'est censé être fait avec une once de second degré, pour que ça soit de la drôle de violence. Personnellement, ça ne me fait pas vraiment rire. Hôtel Inferno. Dans Hôtel Inferno, on voit à travers les yeux de Frank, tueur à gages de profession, qui arrive dans un hôtel quelque part en Europe, guidé par la voix de l'énigmatique George. Sa mission, c'est d'assassiner un couple en accomplissant un rituel bien précis. Malheureusement, je peux vous montrer aucune image de ce film, puisqu'il est extrêmement violent. C'est de la pure violence gratuite, il n'y a aucun but derrière le film. Le film a eu un petit succès, il y a même eu une suite et il y a même un troisième film qui est sorti. Et même présentement, il y a un quatrième qui est en préparation. Il y a même un crowdfunding pour ceux qui veulent donner de l'argent pour soutenir le film. Golden Glove. Golden Glove raconte l'histoire de Fritz Onka, qui est un homme pathétique passant ses nuits au bar miteux de son quartier, le Golden Glove, à la recherche de femmes seules. En réalité, Fritz a de l'appétit pour les femmes et un appétit sanglant, déséquilibré et morbide. Golden Glove raconte l'histoire vraie de Fritz Onka, tueur en série qui a tué 4 prostituées et qui a conservé les corps. Le film est sélectionné à la Berlinale 2019. Rien que l'affiche met déjà l'ambiance du film. Jonas Dassler joue extrêmement bien et le make-up est, je trouve, extrêmement bien fait et extrêmement efficace. Freaks. Freaks, c'est un film qui est sorti en 1932. Hans, le nain, tombe amoureux de la belle acrobate Cléopâtre. Cette dernière, ayant appris que Hans a fait un riche héritage, elle accepte de l'épouser tout en prévoyant de se débarrasser quand elle aura mis la main sur ses biens.
mais les créatures du cirque découvrent sa vraie nature et son mépris. Leur vengeance sera terrifiante. Alors oui, le scénario ne fait pas vraiment peur, mais l'histoire est triste et ça fait découvrir le vrai visage du monstre de Cléopâtre. Le film est culte, il y a des références de ce film partout. Ce film est critiqué négativement, que c'est des vrais artistes de foire. Alors moi personnellement, la scène où ils sont tous réunis me met extrêmement mal à l'aise. À vous d'en juger, je vous mets la scène. Salaud. Pour les amateurs et les fanatiques de films d'horreur, évidemment ce film est ultra connu. En 1943, dans la République fasciste de Salo, 4 riches notables enlèvent 9 jeunes garçons et 9 jeunes filles dans la région pour les emprisonner dans un somptueux palais. Le film se divise en 4 tableaux. Le vestibule de l'enfer, dans lequel le réalisateur plante le décor. Le deuxième tableau, le cercle des passions. Il est à l'occasion des diverses scènes de viol sur les adolescents. Le troisième est celui du cercle de la merde, où les victimes doivent notamment s'asseoir dans un baquet d'excréments, manger ceux du duc ou manger des plats remplis d'excréments. Et le dernier tableau est celui du cercle du sang. C'est l'occasion des diverses tortures et mutilations. Et finalement se termine par le meurtre des adolescents. C'est un film évidemment qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait aussi beaucoup polémique, on comprend pourquoi, qui est notamment interdit dans son pays. Il sert aussi notamment à dénoncer le fascisme qui avait lieu dans les années 40 en Italie. D'ailleurs, le réalisateur Pier Paolo Pasolini a voulu faire une trilogie de ses films qui allait nommer la trilogie de la mort, pour faire 3 films qui dénonceraient le fascisme. Les 120 jours de Sodome, qui est donc le premier film, a été son dernier film. Le réalisateur a été assassiné moins de 2 mois avant sa sortie au cinéma à Rome. Le deuxième film dans la trilogie de la mort s'appelle Portrait de Théo Colossal. Et pour le troisième film, on ne sait pas ce que c'est. Si vous voulez regarder les 120 jours de Sodome, allez-y, mais je suis pas responsable. Et n'ayez pas l'estomac léger. Et ne soyez pas sensible visuellement. Mother raconte l'histoire de Elle qui partage sa vie avec lui, poète vieillissant en panne d'inspiration. Un jour, dans la vaste demeure qu'ils habitent, débarque un homme seul et malade, qui dit être médecin. Ce dernier s'installe, puis le lendemain, sa femme le rejoint. Le couple prend ses aises, la relation du couple est alors remise en question. Le film est froidement critiqué à la Mostra de Venise. Le film est une allégorie de Mère Nature et de Dieu. Je ne comprends pas tout, honnêtement. Il faut vraiment avoir une idée un peu plus poussée sur le sujet. Bref, c'est pas très intéressant, honnêtement. C'est l'histoire d'un homme au Japon qui kidnappe une jeune fille et qui la torture avec perversion. Le film est filmé par l'agresseur lui-même, c'est donc un found footage. Évidemment, les scènes choquantes sont présentes. Il y a notamment une scène où l'agresseur perce un œil à sa victime. C'est d'ailleurs l'image de la pochette du film, et c'est aussi une scène qui a beaucoup marqué le public. Le style underground et pauvre du film fait naître plusieurs légendes urbaines au Japon. Il s'agirait de ce qu'on appelle plus communément un snuff movie. Avant de continuer, je dois quand même vous expliquer ce que c'est un snuff movie pour les quelques personnes qui ne savent pas ce que c'est. Alors un snuff movie, c'est une vidéo ou un long métrage mettant en scène la torture, le meurtre, le suicide ou le viol d'une ou plusieurs personnes. Dans ces films clandestins, la victime est censée ne pas être un acteur, mais une personne véritablement tuée ou torturée. Pour revenir au film, on est en 1985, il y a une vidéo qui sort et qui semble très pauvre, filmée de façon amatrice, et il n'y a pas l'air d'avoir de budget. Et déjà au début du film, il y a un avertissement qui dit clairement que ce que tu vas regarder, c'est des vidéos privées qui ne devaient pas tomber dans les mains du public. Et évidemment, ça crée de l'engouement, et les gens ont voulu regarder, et tout ce qu'on voit, c'est une fille qui se fait torturer pendant 45 minutes. Il y a évidemment un énorme scandale qui tourne autour du film. Évidemment, les Japonais sont choqués puisqu'on voit un film où une jeune fille se fait torturer et violer, et c'est mainstream. Au Japon, dans ces années-là, on n'était pas habitué de voir ce genre de film, et dans aucun pays, on était habitué de voir ça.
Évidemment, la police a mis son nez là-dedans. Verdict, c'est une fiction. Et voilà, on a terminé le deuxième tiers de l'iceberg. J'espère que vous n'êtes pas trop affectés pour l'instant. J'espère aussi que la vidéo vous plaît jusqu'à présent. On va pouvoir tranquillement se diriger vers le troisième tiers. Alors installez-vous puisque nous entrons dans le tiers 3. Sungazer. Sungazer est l'histoire d'un homme obsédé par la recherche de l'illumination à travers l'étude et l'adoration du soleil. Et le jour où il se retrouve face à quelque chose de plus beau que vous ne pourriez jamais l'imaginer. C'est un court-métrage qui dure 9 minutes. Le court-métrage est en noir et blanc avec un grain énorme et une image saturée. Il y a un flash de lumière long et intense. Il y a un certain moment où il y a un montage sonore. Un autre moment, il y a un montage plus calme. Il y a aussi un moment musical. Et il y a aussi un moment où il te défonce les oreilles. Le créateur de ce film a décrit son court-métrage comme étant une expérience expérimentale sur l'horreur cosmique. I Spit on Your Grave est un film expérimental. Le film raconte l'histoire de Nick Riven qui s'enferme dans un chalet pour du repos. Prise d'ennui, elle s'enfile un énorme joint. Ensuite, un groupe d'hommes s'infiltre dans sa maison et l'abuse. Et elle y survit et décide de se venger de la pire des manières. Le film est critiqué comme étant un film pourri. Ce remake est considéré comme une purge, mais même sans ça, le film reste sûrement très dérangeant à regarder. Il est d'ailleurs disponible entièrement sur YouTube. La Bête. Cette fois-ci, on rentre dans un genre complètement différent, puisque La Bête, c'est pas vraiment un film d'horreur. C'est plus un film que je crois qui serait plus dans la catégorie 18 ans et plus. En gros, pour faire une histoire courte, c'est un film érotique zoophile. Il n'y a pas vraiment d'autre chose à rajouter. On est dans une petite cour d'un château et il y a une bête dans la forêt. Et on va voir juste cette bête avoir des relations sexuelles avec la quasi-totalité des personnes du château. Et il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est vraiment un film très très nul. Je crois que j'ai jamais vu un film aussi nul que ça. Philosophy of a Knife. Philosophy of a Knife raconte pendant 4 longues heures ce qui s'est passé dans l'unité 731 entre 1932 et 1945. Ce camp japonais dont l'objectif premier est de fabriquer une arme bactériologique de destruction massive dans la guerre qui opposait les Japonais aux Russes et accessoirement rattraper leur retard dans le domaine spatial et scientifique. Comme je l'ai dit dans le synopsis du film, ce film dure 4 heures. C'est extrêmement long. Et tout ça raconté de manière documentaire, avec des reconstitutions de ce que l'armée faisait. Il y a également des scènes dans le film où il y a de la torture extrême. Il n'y a aucune censure, on voit tout. Encore une fois, comme les autres films, c'est extrêmement graphique, intense dans son propos. Et ce qui me choque par-dessus tout, c'est que tous ces films que j'ai présentés et que j'ai pas fini de présenter de cet iceberg, ils ont tous un seul point en commun. L'espoir n'est nulle part dans ces films. Pour de vrai, tu regardes ces films et à chaque fois, tu te sens oppressé. C'est de la torture gratuite sur des gens qui n'ont absolument rien demandé. C'est un peu ça, Philosophy of a Knife. Trauma. J'ai une petite histoire avec ce film. Je l'ai placé uniquement dans cet iceberg puisque j'ai vu la scène d'ouverture du film, qui est extrêmement immonde. J'étais justement en train de travailler sur cette vidéo lorsque j'ai vu la scène d'ouverture sur internet. Donc je n'ai évidemment pas vu le film, j'ai juste vu la scène d'ouverture et avec ce que j'ai vu, ça m'a convaincu pour me dire que je n'allais pas regarder le film. J'ai été satisfait de ce que j'avais vu pour ne pas aller le voir. Alors on va jouer un petit jeu. Je vais vous expliquer l'histoire du film en utilisant des mots YouTube friendly et essayer de faire les liens. Séquestration, torture, agression sexuelle, mère, fils et une petite pilule bleue qui permet de gonfler, vous avez compris. Un Serbian film. Dans les films les plus connus du genre torture porn, on a évidemment Cannibal Holocaust, 120 journées de Sodome et on a A Serbian Film. L'ancienne star du X, Milos, est heureuse en ménage, mais financièrement, elle est au bout du rouleau.
C'est pourquoi il accepte l'offre du producteur de film Vukmir, qui cherche un interprète pour un film porno artistiquement valable et bien payé. Il rencontre le directeur dans une maison isolée, mais il se rend compte qu'il est tombé dans une folle histoire de perversion et de violence dont il ne peut s'échapper. C'est vraiment une échelle de perversion les plus inimaginables, les plus dégueulasses. Et imaginez la pire chose qu'on peut faire à un être humain, eh bien c'est dans ce film. Il y a 2 scènes qui ont été extrêmement marquantes pour le public, que j'ai pas vu et que j'ai surtout pas envie de voir. Ça concerne un nouveau-né. Voilà. Et il y a également dans le film de l'inceste qui est camouflé en agression sexuelle. J'éprouve de la haine pour ce film. Ça, je crois que ça se sent. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ce film, évidemment. Il y a aussi énormément de critiques, des critiques négatives. Et toutes les critiques de ce film le qualifient tous comme une énorme merde. Le film a fait énormément de polémiques. Der Todesking. Der Todesking, c'est un film expérimental séparé en 7 épisodes pour représenter les 7 jours de la semaine. Le lundi, il y a une histoire. Le mardi également, et ainsi de suite pour le reste de la semaine. Ce qu'on pourrait appeler une anthologie. Une anthologie est un recueil de textes ou de morceaux choisis partageant les mêmes caractéristiques, thème, genre, style, langue, origine géographique, auteur, etc. Les 7 épisodes ne se suivent pas, excepté pour une seule chose. Une thématique assez morbide. Les épisodes mettent en scène un ou plusieurs personnages et qui finissent par s'enlever la vie. Et une fois que c'est fait, on passe au jour suivant. Lundi, un homme rentre chez lui, téléphone son travail pour démissionner, écrit des lettres mystérieuses, range son appartement et se suicide dans sa baignoire. Sa mort entraîne celle de son poisson, le seul être qui partageait sa vie. Mardi, un homme loue un film dans un vidéoclub. Il s'agit d'une œuvre où des soldats torturent des prisonniers dans un camp de concentration, le castrent et peignent une croix gammée sur leur poitrine. Quand la copine du jeune homme rentre après avoir fait les courses, elle lui fait une scène, à l'issue de laquelle il la tue avec un fusil. Il s'avère que cet épisode est montré sur un écran de télé dans la chambre d'un inconnu qui s'est pendu. Mercredi, un homme et une femme se rencontrent dans un parc sous la pluie. L'homme raconte à la femme sa vie sexuelle catastrophique qui l'a amené à tuer sa femme. La femme sort un revolver pour le tuer, mais l'homme lui prend et s'achève avec une balle dans la bouche. Jeudi, un pont d'autoroute avec des tags de personnes suicidées. Vendredi, une femme seule dans son appartement observe un jeune couple apparemment heureux dans un appartement voisin. Elle mange, puis elle s'endort. Elle rêve de ses parents qu'elle surprend en étant heureux, puis la caméra montre le jeune couple mort sur le lit. Samedi, une jeune femme se munit d'une caméra et d'un fusil. Elle prépare ce qu'elle considère l'apothéose de sa vie frustrée. Un documentaire sur l'assassinat de plusieurs spectateurs durant un concert rock. Elle-même y perdra la vie. Dimanche, un homme seul dans un lit se cogne plusieurs fois la tête contre le mur avec l'intention manifeste de se tuer. Der Todesking n'est pas le premier film expérimental de son réalisateur George Bockhorst. Il avait réalisé auparavant un film que vous connaissez peut-être, Necromantic. Il est notamment le réalisateur d'un film que je vais traiter un peu plus tard dans l'iceberg. Cutting Moment. Cutting Moments a eu la réputation du court-métrage le plus atroce, le plus gore jamais créé. Par contre, j'ai pas vérifié cette information. Alors je sais pas si c'est vrai, mais je dois avouer que c'est assez violent. On est sur environ 30 minutes de court-métrage. L'intrigue nous présente une mère, un père et un enfant. Rien n'est officiellement dit, mais on comprend que le père abuse psychologiquement et physiquement de son garçon. Et on voit aussi qu'il délaisse complètement sa famille et sa femme. Sarah, qui est dépassée par ces événements et déprime énormément. Non pas parce que son mari est un énorme malade, mais parce qu'il est plus intéressé par elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de couper ses lèvres dans sa salle de bain et d'aller voir son mari. Plot twist, il adore. Le film se termine avec le couple qui semble avoir retrouvé la flamme et tous les deux se mutilent tellement qu'ils finissent par mourir. Et la police saisit l'enfant. Et ce qu'on sait, c'est que malheureusement, l'enfant va passer le restant de sa vie avec un traumatisme. Et j'ai vu ce court-métrage et j'ai été agréablement déçu. Je crois que je suis pas assez réceptif de ce genre de film d'horreur.
et je me pose une seule question, c'est quelle est la moralité de l'histoire? Puisque l'enfant qui a subi des choses atroces ne subit pas vraiment de réparation, il n'est pas suivi par un psychologue et on ne sait même pas ce qu'il devient par la suite. Alors je dois dire que ce film n'était probablement pas fait pour moi. Sweet Movie. Vous vous souvenez, un peu plus tôt dans la vidéo, je vous avais parlé du film La Bête. Avec Sweet Movie, on est un peu dans le même mood. C'est un film qui parle de communisme, de capitalisme, et je sais pas quoi dire de plus, puisque dans la forme, c'est extrêmement bizarre. Pour faire court, il y a une femme qui devient Miss Monde, puisqu'elle gagne un concours de la femme la plus vierge, et elle se marie avec un homme très riche. Et elle va voyager et découvrir le monde. Ne mangez pas devant ce film, il y a des scènes très dégueulasses, avec des fluides corporels. Narrativement, il n'y a pas vraiment d'histoire, on comprend rien du tout. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas le regarder. Je crois que ça fait du sens. Irréversible. Irréversible, c'est un film qui est réalisé par Gaspard Noé. Gaspard Noé, c'est un réalisateur qui aime beaucoup les plans séquences, c'est-à-dire des plans qui ont aucune coupure. C'est un film filmé d'une traite. Gaspard Noé aime beaucoup utiliser plusieurs flashs dans ses films. Il aime beaucoup que sa musique soit très forte et que sa musique prenne une place importante dans le film et que sa musique prenne le dessus sur le film. Il aime beaucoup aussi parler d'être humain, il aime beaucoup parler de sexualité, de consommation de drogue et d'alcool. Et c'est avec tous ces ingrédients qu'on peut créer une œuvre comme Irréversible. Après le viol d'une jeune femme dans un passage souterrain de Paris, son compagnon et son ex-mari, qu'elle venait de quitter, se lancent à la recherche du crime en pleine nuit. La soirée avait pourtant bien commencé pour Alex, Marcus et Pierre, et durant ce film, on se pose plusieurs questions. Et ces questions qu'on se pose, au fur et à mesure du film, elles vont être répondues. Ce que je trouve vraiment cool avec ce film, c'est que le montage est fait à l'envers. La scène d'ouverture du film, c'est la fin du film, et la fin du film, c'est la scène d'ouverture du film. Plus le film avance, plus on comprend le film. On a quand même l'impression d'avancer dans l'histoire. Ce film, je vais pas vous le spoiler, ça serait pas cool, puisque si vous avez envie de le voir, bien ça serait dommage d'être spoilé. Je vous le conseille. Mais je vous préviens, le climax de fin est assez choquant. Voici quelques réactions du public au Festival de Cannes en 2002. Je peux voir vos réactions sur le film? Non monsieur, votre réaction sur le film. C'est scandaleux! C'est lamentable de faire des choses pareilles! Nous avons terminé le tiers 3. Et c'était le dernier tiers qui contenait des films de fiction. Tiers 4. Grotesque. Dès sa sortie au Japon, le film est banni. Et t'as même le Royaume-Uni qui est à 9000 km plus loin. Ils ont senti la merde arriver, ils ont banni le film. On est sur un film classique torture porn. Il y a une certaine ressemblance avec les films Saw et c'est vraiment plus intense avec Grotesque. Alors, en rendez-vous, un jeune couple sont brutalement attaqués et kidnappés. Lorsqu'ils reprennent conscience, les deux jeunes sont ligotés à des tables d'opération. L'un fait face à l'autre et dans une pièce sombre, à la merci d'un bourreau. Le tortionnaire va ainsi leur faire endurer les pires tortures imaginables et ce film me dépasse. Ils se font couper les doigts, les bras, les jambes, les parties intimes. Le bourreau les guérit pour pas qu'ils meurent. Il leur dit qu'il va les libérer et évidemment, vous vous en doutez, plot twist, il les libère pas. On arrive assez rapidement à la scène finale, la dernière épreuve de torture, et j'ai pas vraiment les mots pour qualifier cette scène. Et je vais pas rentrer dans les détails. C'est juste dégueulasse, gratuit, et plus le film avance, plus c'est ridicule en fait. Scram. Lothar Scram, chauffeur de taxi, mène une vie apparemment normale et entretient une relation purement amicale avec sa voisine, Marianne, une prostituée. Derrière cette façade, cependant, un tueur en série souffrant de graves problèmes de santé mentale perd de plus en plus de vue la frontière entre la réalité et sa propre fiction. On parle ici du film que je vous avais parlé un peu plus tôt, du réalisateur George Buttergate, qui a réalisé Dirt Auto Skiing. Lothar Scram est un personnage très sadique qui est froid, qui prend un énorme plaisir à tuer ses victimes, à capturer les femmes, à les torturer et les tuer. Ce film est inspiré d'un tueur en série, Karl Pamsram, qui aimait kidnapper des enfants, les torturer, les violer et les assassiner. Il s'est déroulé dans les années 20 aux États-Unis et lors de son exécution, on lui a demandé ses dernières paroles et il a dit, je cite, « Dépêche-toi, espèce de connard,
Je pourrais tuer une douzaine d'enfants pendant que tu déconnes. Un homme super espérant, et je doute pas que le personnage Lothar Skram l'est tout autant. The Green Elephant. Le film est connu pour repousser l'indécence. Il a été énormément critiqué par l'approche extrême, avec son côté un peu plus nihiliste, avec des scènes extrêmement violentes, avec des scènes extrêmement troublantes, violentes. 2 ex-soldats de l'armée russe, prisonniers dans un goulag, qui attendent leur exécution. Ils deviennent les victimes de jeux sadiques de la part de leurs bourreaux. Les scènes du film sont souvent choquantes, dérangeantes, et graphique, avec des termes d'exploration, de violence, de la cruauté, de l'absurdité de l'existence. Il est considéré comme un film culte pour certains. Il est important de noter qu'il n'est pas culte pour tout le monde, en raison de sa nature extrême. La trilogie August Underground. La trilogie August Underground est une trilogie de films d'horreur intense, indépendante, réalisée par Fred Vogel, qui se compose de 3 films. August Underground, qui est sorti en 2001, August Underground Mordom, qui est sorti en 2003, et pour finir, August Underground Penance, qui est sorti en 2007. Ce film est présenté comme étant des vidéos qui ont été retrouvées de meurtres brutaux et de comportements extrêmement déviant. Évidemment, la trilogie, c'est du found footage et c'est censé représenter l'exploit de 2 tueurs en série. Les images du film sont volontairement médiocres, avec une esthétique granuleuse et dérangeante, afin de représenter le réalisme et le malaise par le spectateur. Certaines scènes montrent des actes immondes, de la torture, de l'agression, de viol, de nécrophilie, de pédophilie, tout pour passer le pire moment de ta vie. Petite anecdote, le réalisateur du film, Fred Vogel, est également l'acteur principal du film. Il y a des scènes où il y a les acteurs qui jouent avec leurs excréments. Petit fun fact, en fait il s'agit de brownies qui ont été faites par la mère de Fred Vogel. Electro King Elephant. Nous sommes en présence du film le plus vieux de cet iceberg et du plus court, 74 secondes. Mais pourquoi aussi court? Est-ce qu'il y a une histoire qui peut être racontée en 74 secondes? Et la réponse est simple, elle se trouve dans le titre du film. Dans ce film, un éléphant se fait électrocuter. Ce film représente l'exécution par électrocution de l'éléphant Tupsi, organisée par les propriétaires de Luna Park, sur l'île de Coney. Tupsi est une éléphante de cirque vendue au Luna Park, qui était considérée comme dangereuse après avoir tué 3 hommes. Et nous finissons avec les dernières images de Tupsi qui se fait électrocuter silencieusement alors que c'était elle la victime. Ce film est différent des autres de l'iceberg puisque c'est la réalité. Elle est documentée, elle est montrée et surtout elle est bel et bien réelle. Et c'est avec la triste histoire de Tupsi que nous terminons le tiers 4 de l'iceberg et que nous nous dirigeons vers le tiers 5 qui est le plus extrême, le plus dérangeant et surtout le plus violent. Alors je tiens à préciser que cette partie, elle n'est pas recommandée à tout le monde. Si vous êtes sensible à la violence et la cruauté humaine, je vous invite à quitter cet iceberg. Pour ceux qui ont encore le cœur fort, eh bien, accompagnez-moi dans le tiers 5. Et dans cette partie, tout est vrai. Toutes les images que vous allez voir sont réelles. Et je vais me reposer la même question que je me suis posée tout au long de cette vidéo. Jusqu'où l'être humain est prêt à aller pour l'art? Africa. Ce film est un documentaire. Ce film retrace quelques événements douloureux d'Afrique. Documentaire qui retrace quelques événements douloureusement cruels de l'histoire du continent africain. La révolution de Zanzibar, où plus de 5000 Arabes ont été massacrés en 1964, et de la révolte Momo Okonya. L'équipe de tournage s'est évidemment déplacée sur les lieux pour filmer en temps réel les atrocités commises et ils ont failli même laisser leur vie dans une scène qu'ils ont filmée. Plusieurs polémiques entourent ce film. Il est déclaré comme étant raciste vu qu'il montre une image pas très cool de l'Afrique. Évidemment, plusieurs théories du complot fait surface, comme quoi que l'équipe de tournage aurait orchestré certaines scènes uniquement pour avoir de belles images. Face Off, c'est un film réalisé dans les années 70. C'est un film qui montre plusieurs volumes de vidéos, chacun montrant des séquences réelles de mort, que ce soit des suicides, des exécutions, des accidents de voiture mortels et d'autres situations extrêmement choquantes.
Les vidéos prétendent montrer la réalité de la mort et la face sombre de l'humanité. Et j'ai bien dit prétendait. Après une enquête sur les archives du film et sur le réalisateur, il a été conclu que la plupart des segments montrés dans ce film étaient de la fiction, inventés de toutes pièces uniquement pour l'œuvre. J'ai bien dit la plupart des segments. Il y en a qui sont 100% vrais. Il y a une scène en particulier qui m'est restée dans la tête, celui d'une femme qui se jette d'une fenêtre d'un immeuble. Cette partie est pour le coup un réel suicide. C'est un ancien site qui est banni et fermé aujourd'hui, qui contenait plusieurs images, plusieurs vidéos de plusieurs exécutions et des choses mortelles. Et à certains moments, il y avait des meurtres qui étaient purement gratuits. C'est le site le plus violent, le plus dégueulasse et le plus horrible que j'ai jamais vu de toute ma vie. Et je suis extrêmement content que ce site soit enfin fermé et qu'il soit banni. Notamment, le créateur de ce site a été arrêté en 2014 puisqu'il a énormément contribué et aidé à la popularité de la vidéo One Lunatic, One I Speak de Luca Rocco Magnotta. Plusieurs archives de ce site existent encore. Ils ont été regroupés pour en faire des compilations. En faisant des recherches pour cette vidéo, évidemment, aller rechercher sur internet pour trouver ce site, je suis tombé sur les compilations que des gens ont repris en faisant des archives de ces vidéos, des compilations des vidéos qui étaient sur le site en question. J'ai découvert le côté sombre et le côté le plus dégueulasse de l'être humain. Je vous jure, il y a des vidéos que j'aurais préféré ne jamais voir. Il y a des vidéos encore aujourd'hui qui m'ont traumatisé. C'est pourquoi j'ai évidemment censuré le nom de ce site pour que vous ne puissiez pas aller le retrouver, pour que vous ne puissiez pas tomber sur les compilations des vidéos archives de ce site. Bref, j'ai pas envie de parler plus que ça de ce site. J'ai pas envie de donner le peu d'énergie qui me reste à ce genre de contenu. Ici, la différence avec le reste des films que j'ai parlé dans cette vidéo, c'est que ces vidéos sont 100% vraies. Tout est vrai sur ne regardez pas ces vidéos. Vraiment, je suis sérieux. N'allez pas regarder et n'allez pas retrouver ce site, s'il vous plaît. En 2006, un film extrêmement choquant est publié en ligne. Il est très avant-gardiste, catastrophiquement dégueulasse, mystérieux. Personne n'a vraiment compris le message et l'utilité de ce film. En tout cas, s'il y en a un. Il est d'ailleurs comparé à d'autres mini-films comme Two Girls, One Cup ou Three Guys, One Hammer. Et c'est la première fois que j'ai eu envie de vomir en regardant un film. Et je ne suis pas le seul. Vous devez sûrement vous demander qu'est-ce que contient ce film pour générer autant de réactions négatives. Les seuls mots que je peux vous dire, c'est que c'est une drag queen déguisée en Lady Gaga qui a une relation sexuelle avec une tête décapitée d'une vache. Les images sont sales, grisâtres. Il y a un plan à un certain moment où il peut littéralement nous donner la nausée. Au début, je vous ai dit que c'était un film avant-gardiste, purement fictif, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est vraiment de la fiction. Après avoir appris l'existence de cette chose, je me suis remis en question en tant que personne. Je me suis dit, est-ce que je vais vraiment le présenter sur la chaîne devant des centaines de personnes qui peuvent être sensibles, peuvent être jeunes et qui ne veulent pas forcément connaître l'existence de ce film. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai censuré son nom, puisque je veux pas que vous tombiez sur ce film, que vous alliez le regarder. Je ne veux pas être responsable des conséquences qu'il va avoir sur vous. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai censuré le nom de la plupart des films de ce dernier tiers, après avoir passé plusieurs mois à travailler sur cette vidéo, à rechercher des films, à l'écrire, à tourner cette vidéo, à la monter, des images pas forcément agréables à regarder. Je me suis rendu compte d'une seule chose, c'est que ce genre de cinéma, c'est un cinéma à part entière. Il est très niché, il a une énorme fanbase, et j'avoue, je le respecte, mais c'est pas mon genre de film. C'est le seul genre cinématographique qui n'a aucun code. Chaque film est extrêmement différent. Chaque film a son ambiance qui change radicalement. Le ton n'est jamais le même. Et c'est la curiosité qui m'a poussé à me documenter sur ce genre de cinéma. Et après avoir passé plusieurs mois à travailler sur cette vidéo, j'avoue qu'il y a certains films que j'ai envie de découvrir.
Avec le dernier tiers de cet iceberg, les films que j'ai présentés, j'avoue avoir un peu de mal avec l'exploitation de réels gens, de réels problèmes uniquement pour choquer des gens. Ils sont là uniquement pour du choc, montrer de la réelle violence gratuite, sans but. Je juge pas les gens qui aiment, mais c'est juste pas pour moi. Eh bien, c'est la fin de cet iceberg. J'espère qu'il vous a plu. C'est littéralement la plus grosse vidéo de la chaîne. Je l'ai dit un peu plus tôt, c'est une vidéo qui m'a pris plusieurs mois à faire. Si vous voulez vous montrer votre soutien pour cette vidéo, je vous invite à mettre un like et puis évidemment de la partager. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça m'aidera énormément. Et puis, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a un indice caché dans cette vidéo sur le sujet de la prochaine vidéo. J'en dis pas plus, on se revoit bientôt.